Et s'est posé pour moi la question de savoir finalement comment parler pour un médecin, parce que moi je ne suis qu'un médecin, hein, il faut bien mettre les choses à leur place, comment parler du corps sans verser dans le corps souffrant. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça a été tellement bien fait par les écrivains qu'il n'y a rien à rajouter. Vous lisez La mort d'Ivan Ilitch, Le pavillon des cancéreux, La montagne magique, voilà, tout est fait, tout est là, c'est pas la peine d'en rajouter. Les écrivains font mieux que les commentaires. Alors je me suis remis dans mes fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que mes fondamentaux pour moi? Eh bien c'est l'histoire de la pensée médicale dans lesquelles il y a deux questions qui sont récurrentes, qui se posent depuis l'origine jusqu'à nos jours, qui sont toujours là. C'est d'abord la cause et l'effet, hors sujet je n'en parle pas, mais l'unicité ou la dualité du corps et de l'esprit, ou du corps et de l'âme. On verra que âme et esprit, ce n'est pas exactement la même chose. Alors évidemment, maintenant, on parle de l'unicité. Hein. François Bernard vous l'a rappelé, tout est unicité aujourd'hui, comme c'était à l'origine. Sauf que c'est vrai qu'à l'époque du XVIIe siècle, ça a été un peu mis à mal par les mécaniciens, les matérialistes, Descartes de la métrie, qui voulaient faire éclater ce système. Mais au départ, nous sommes dans l'origine, nous sommes à l'unicité. D'abord chez Hippocrate, mais aussi chez Aristote, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Aristote, il dit que plus que le pilote, l'âme est l'architecte du corps. Donc on est vraiment dans une unicité. Et Hippocrate énonce que l'individu est un tout qui s'inscrit dans un cadre naturel et culturel qui est l'harmonie du monde, que rien ne doit venir perturber. Jusque-là, tout va bien. Sauf que quand on regarde dans la littérature des textes fondateurs de nos romans, ça ne marche pas si bien cette histoire-là. Parce que quand vous prenez dans l'Iliade, dans la guerre de Troie, vous avez ces corps magnifiques d'Ajax, d'Achille, qui sont des mécaniques parfaites, de fins stratèges, Patrocle, Hector, etc. Et vous apercevez qu'en fait, ce ne sont que des pions, qui sont complètement manipulés par des chicayades boulevardières de Zeus, d'Héra, qui font que le javelot qui devait arriver là va ici, que l'autre, etc. Donc, ça ne marche pas très très bien, cette histoire. Ensuite, quand vous prenez ce que Foucault appelait les grandes utopies du corps chez dans Rabelais, Gargantua, Pantagruel, ben, tout ceci est quand même tenu par un esprit qui ne pense que raison et bon sens. À l'inverse, quand vous prenez chez Cervantes, le Quichotte, c'est une espèce de petit personnage chétif et malingre qui est quand même animé par un grand esprit fantasque. Donc, cette unicité du corps, elle ne va pas de soi chez les écrivains, et c'est peut-être de ça que je voudrais vous parler, avec, bien sûr, au travers du corps. Alors, habituellement, enfin pas habituellement, toujours, je ne parle jamais des écrivains vivants, parce que je dis des bêtises et que ça peut leur faire de la peine. Autrement, j'aurais parlé que de Régine, parce que le corps, c'est la vie de Régine de Tambel en tant que kinésithérapeute et en tant qu'écrivain, parce qu'elle n'a pas attendu d'avoir 30 ans pour se pencher sur le corps, et déjà elle avait publié Le long séjour, c'est sûr, mais on retrouve déjà un peu dans l'amputation, jusqu'à maintenant Les seins délicieux et corrompus, si je puis dire, de Jeanne Herlaut. Donc voilà, je suis désolé Régine, je ne peux pas, je n'ai pas le courage de faire ça, et donc je suis allé chercher dans des auteurs plus classiques que je connais, que j'ai appréciés, qui sont Kundera, parce qu'ils sont retirés. Kundera toujours vivant, hein, mais c'est retiré de la vie sociale pour laisser place à son œuvre, et Roth est disparu il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi est-ce que j'ai été chercher chez Kundera? C'est parce que je me suis souvenu, en préparant ça, qu'il y avait une nouvelle que j'avais lue il y a 25 ans, et que j'avais retitrée par atavisme urologique, puisque dans la vie de tous les jours je suis urologue, je l'avais retitrée « Les mictions dangereuses ». En fait, la nouvelle s'appelle « Le jeu de l'autostop ». De quoi s'agit-il? Il s'agit que le narrateur et sa petite amie partent en vacances pour 2 semaines. C'est un couple, il a 28 ans, elle 22, ils s'entendent bien, ils sont amoureux depuis 1 an, ils partent en vacances. Et puis, voilà, il faut arrêter la voiture pour faire de l'essence, ils s'arrêtent à la pompe. Et elle, il y a un peu d'attente, elle sort de la voiture et lui dit « Où vas-tu » Mais il sait très très bien où elle va faire pipi. Mais elle n'ose jamais dire qu'elle va faire pipi parce que c'est pas si simple pour elle de dire ça, parce que sa pudeur était ridicule et démodée, et qu'en fait, elle le savait très bien, et que même quand elle est au travail, tout le monde se fiche d'elle, et qu'elle rougit même à l'idée qu'elle va pouvoir rougir. Alors, pour essayer de s'auto-persuader de cette histoire-là, elle avait inventé, nous dit Kundera, une méthode originale d'auto-persuasion. Elle se répétait que tout être humain reçoit en naissant
un corps parmi des millions d'autres corps prêts à porter, comme si on y attribuait un logement pareil à des milliers de logements dans d'immenses buildings. Enfin, donc, son corps était une chose fortuite et impersonnelle, rien qu'un article d'emprunt et de confection. Voilà ce qu'elle se rappelle tout le temps. Et au fond, nous dit Kundera, ce dualisme de l'âme et du corps lui était étranger, puisqu'elle se confondait trop avec son corps pour ne pas ressentir celui-ci avec anxiété. Alors elle éprouve la même chose auprès du garçon, mais finalement, comme le garçon ne distingue pas chez elle entre son corps et son âme, elle peut vivre avec lui corps et âme, c'est pour ça qu'elle en est heureuse. Donc, le besoin satisfait, elle marche sur la route comme ça, et puis la voiture la rejoint, et elle lui fait ce signe de l'autostop qu'on fait à une voiture inconnue. Alors ça commence. Bonjour mademoiselle, où allez-vous? Je vais à Bystrica, mais je vous en prie, montez. Et commence un petit jeu de rôle où chacun se met dans le corps d'un inconnu. Alors elle, déjà, il monte dans la voiture, il commence à la draguer, elle se dit, et comme elle est très jalouse, il doit faire la même chose avec tout le monde, donc on s'envoie quelques piques, etc. Et puis, il en a assez du jeu, il l'enlace comme ça dans la voiture, derrière, et parce qu'il a assez du jeu. Et à ce moment-là, c'est pas du tout comme ça. Il lui dit, mais vous allez un peu vite. Alors lui, il est surpris, il lui dit, écoutez, pardon mademoiselle, la route continue, quelques pages après, elle lui dit quand même, il dit, écoutez, je ne voulais pas vous blesser, monsieur, mais il dit, mademoiselle, je ne vous toucherai plus. Alors ils s'enferment chacun dans un jeu de rôle, et à chaque fois qu'il y en a un qui veut revenir, l'autre ne le lui laisse pas faire, et lui se met dans le jeu de rôle du séducteur viril, volontaire, cynique, assuré, et elle dans un de celui qu'elle découvre complètement, de la jeune fille facile qui se laisse séduire et qui use de ses charmes. Et c'est ainsi, nous dit Kundera, qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, un chauffeur et une autostoppeuse, deux inconnus. Alors il s'arrête dans une bourgade, le soir arrive, non pas celle qui était décidée initialement, Bystrica, mais il a pris une autre route. Mais pourquoi prenez-vous l'autre route? Parce que mademoiselle, je suis dans ma voiture, je fais ce que je veux. Alors ils arrivent dans l'hôtel qui est crasseux, pourri, une salle de restaurant avec des gens avinés, bruts de décoffrage, etc. Et elle passe là-dedans comme une espèce de Lolo Brigida qui monte ses seins, ses fesses, etc. Et lui, il est complètement atterré quoi, de voir son ami comme ça et se conduire comme ça. C'est pas possible pour lui. Et finalement, Kundera nous dit, il l'a regardé avec une répugnance croissante. Mais ce n'était pas que de la répugnance. Parce que plus elle lui était étrangère mentalement, plus il la désirait physiquement. L'étrangeté de l'âme singularisa son corps de femme. Bien mieux, cette étrangeté fit enfin de ce corps un corps, comme si ce corps n'avait existé pour lui, autrefois, dans le brouillard de la compassion, de la tendresse, de la sollicitude, de l'amour, de l'émotion, comme s'il s'était perdu dans ce brouillard, comme si ce corps était perdu, parce que pour la première fois, le jeune homme croyait voir le corps de son ami. Au troisième verre de vodka, il dîne, elle se lève et lui dit « Mais où allez-vous, mademoiselle ?» Et là, elle lui répond « Pisser !» d'une façon hautaine et conquérante. Et vous voyez qu'on passe du pipi non avoué à une espèce de pisser comme ça, assumé. Et c'est là que j'ai compris qu'une miction pouvait être dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle passe hautaine dans la salle pour aller peur, et quand elle revient, elle lui dit « Vous savez, il y a un type qui m'a demandé combien ?» Et lui dit « Mais c'est normal, vous n'êtes qu'une putain. » Donc vous voyez que la mission est dangereuse. Alors ils rejoignent la chambre, et là Kundera nous dresse un portrait tout à fait scabreux, plein de, comment dirais-je, de choses caricaturales, c'est-à-dire qu'il l'oblige à lui faire un striptease, elle monte sur la table, il la fait danser, il lui coince des billets de banque un peu partout, etc. Et elle commence elle n'est pas bien du tout de ça, elle se met à pleurer, et lui, il lui renforce, il lui dit que des mots de plus en plus grossiers. Alors, il la prend, il la tire dans le lit, il s'unit à elle, et elle pense qu'en faisant l'amour, le jeu va s'arrêter. Elle essaye de l'embrasser sur la bouche. Il dit « Non, mademoiselle, je n'embrasse que les femmes que j'aime. » Donc, nous dit Kundera, sur le lit, il n'y eut bientôt plus que deux corps parfaitement unis, sensuels et étrangers l'un à l'autre, et alors ce qu'elle redoutait le plus se produisit, c'est-à-dire l'amour sans sentiment et sans amour. Elle savait qu'elle avait franchi la frontière interdite, mais elle s'aperçoit qu'elle n'avait jamais éprouvé un tel plaisir, et autant de plaisir que cette fois-ci, une fois au-delà de la frontière. Puis, tout fut fini.
Le jeune homme se tourne de son côté, éteint la lumière, le jeu, c'est terminé. Et donc, voilà, il faut revenir à la réalité. Elle essaye de lui prendre la main, mais elle voit bien que c'est un petit peu compliqué. Et elle est prise de sanglots. Déjà, elle a pleuré tout le temps dans cette histoire-là. Et les sanglots cédèrent à un long pleur. Et la jeune fille répétait sans cesse cette épouvante tautologie, je suis moi, je suis moi, je suis moi, sans qu'on sache vraiment si elle est en train de se rendre compte de cet état qu'elle vient de vivre et qu'elle a passé au-delà de la frontière, ou si elle veut dire je suis moi, parce qu'en fait, je suis moi, je voudrais bien que nous retournions à l'état antérieur. Et, nous dit Kundera, ainsi, le jeune homme, il commença à appeler au secours la compassion, c'est dont on a parlé tout à l'heure, mais il dut l'appeler de loin, car elle n'était pas à portée de main, pour pouvoir consoler la jeune fille. Et la nouvelle se termine, ils avaient encore 13 jours devant eux. 13 jours de vacances. Bon, cette nouvelle qui est dans ce recueil s'appelle « Risibles amours », n'a rien de risible, mais elle est assez emblématique de la dualité, de l'unicité de la dualité du corps, puisqu'elle montre bien que le corps devant l'âme, finalement, est extrêmement fragile. Et puis, finalement, on passe d'un corps et âme, d'un couple uni qui fait un, à deux personnes qui se dédoublent en deux corps et deux esprits, et on passe de 1 à 4 quand même. Donc c'est assez étrange. Et ce problème de la dualité, de l'unicité du corps, ce n'est pas du tout quelque chose que Kundera considère au passage. Il y revient assez souvent dessus. Et dans L'insoutenable légèreté de l'être, que j'ai relu pour cette occasion, qui est un livre merveilleux, merveilleux, qui n'a pas pris une ride, publié en 85, extraordinaire. Et il dit la chose suivante. Jadis, il y a très longtemps, l'homme écoutait avec stupeur le martèlement régulier qui lui parvenait du fond de sa poitrine et se demandait ce que ça voulait dire. Mais il ne pouvait pas s'identifier à un corps, cette chose tellement étrangère et inconnue. Le corps était une cage et à l'intérieur se dissimulait quelque chose qui regardait, écoutait, s'effrayait, pensait et s'étonnait. Ce quelque chose, ce reliquat qui subsistait, déduction faite du corps, c'était l'âme. Bien sûr, aujourd'hui, le corps a cessé d'être un mystère qui cogne dans la aujourd'hui, le corps a cessé d'être un mystère, et ce qui cogne dans la poitrine, c'est le cœur, on le sait. Bon. Et puis on sait très bien que le visage n'est que le tableau de bord auquel aboutissent les mécanismes physiques, la digestion, la vue, l'ouïe, la réflexion, etc. Donc il dit, depuis que l'homme peut nommer toutes les parties de son corps, ce corps l'inquiète moins, et chacun aussi sait désormais que l'âme n'est qu'une activité de la matière grise du cerveau. La dualité de l'âme et du corps se dissimulait derrière les termes scientifiques. Aujourd'hui, c'est un préjugé démodé qui fait franchement rire. Jusque-là, c'est parfait. Mais, il suffit d'aimer à la folie et d'entendre gargouiller ses intestins pour que l'unité de l'âme et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Cette histoire-là, ça veut dire qu'au fond, Kundera est en train de se pencher maintenant sur le problème de l'incarnation des personnages, des corps dans le roman, c'est-à-dire l'incarnation de l'auteur, lui aussi, dans son roman, parce que tout ça, ça se fait corps et âme, si je puis dire. C'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, au sein d'un roman, se posent cette question de l'incarnation de l'auteur dans le roman, dans la littérature. Alors, pourquoi il nous dit ça ? Parce qu'il dit, vous voyez, les corps dans la littérature, les personnages, les corps, ne naissent pas d'un corps maternel comme les êtres vivants, mais ils naissent d'une situation, d'une phrase, d'une métaphore qui contient en germe une possibilité humaine fondamentale dont l'auteur s'imagine qu'elle n'a pas été encore découverte ou qu'on n'en a encore rien dit d'essentiel. Ainsi, nous dit-il, Thomas est né du dicton Einmal ist kein Mal et Teresa est née de ses borborismes. Alors, 2 minutes pour expliquer ça. Nous allons surtout parler des borborismes de Teresa. Dans ce roman, il y a 2 couples, 2 binômes de personnages. Un avec Thomas, chirurgien, 28 ans, qui a rencontré au hasard d'un remplacement Teresa, qui est serveuse, mais qu'une fille cultivée, dans une bourgade. Et puis ils échangent un peu, ils se regardent, ils se flairent quand même pas mal. Et elle décide de venir à Prague. Lui, c'est un baiser dandy,
qui revendique ce qu'il appelle des amitiés érotiques ou des camaraderies érotiques, c'est-à-dire que régulièrement, il a des rapports, des rencontres avec des femmes dont il cherche finalement dans chacune d'elles le millionième qui les différencie de l'autre. Ce n'est pas du tout un Don Juan, ce n'est pas un homme de catalogue. Quand Teresa arrive, il n'a pas du tout l'intention, lui, il considère que c'est comme les autres, quoi. Bon, bref, elle arrive, et quand elle arrive et qu'elle toque à la porte chez lui, elle est prise de borborisme épouvantable, d'où les borborismes, et elle pense que l'affaire va s'arrêter là, qu'il va la rejeter, qu'il ne va pas lui ouvrir la porte. Pourquoi ? Parce qu'elle vit dans l'idée du corps complètement abject de sa mère. Parce qu'il nous décrit la mère comme une femme épouvantable, vile, mal élevée, qui est là, qui dans son appartement se promène toute nue. La gamine, quand elle est adolescente, est obligée de tirer les rideaux sans arrêt. Elle pète, elle rote, elle boit, elle fume, bon, c'est une femme épouvantable. Et évidemment, comme elle est toujours en train de péter, de machin, elle se dit que le Thomas ne va voir en elle que le corps de cette femme, qui va voir en elle exactement le corps de la mère, et que donc il va la rejeter. Alors, bon, le couple s'installe. Au départ, c'est vrai que lui n'a pas l'intention de la garder, mais il dit qu'il a reçu cette femme comme Moïse, hein, finalement, dans un panier malade. Il la garde et il est pris de l'agapé. L'agapé, ce n'est pas l'éros, mais c'est ce qui fait qu'ils vont unir leur vie. Mais toutefois, il ne va pas refuser, il ne va pas arrêter ses camaraderies érotiques, ce qui la gêne beaucoup, parce qu'elle est jalouse, c'est normal. Et un jour, elle se dit, tiens, il faut que j'essaye cette histoire, moi aussi, pour voir. Et elle rencontre un ingénieur et ils vont dans une petite chambre pour faire leurs affaires. Et évidemment, quand ils passent à l'acte, elle est prise à nouveau de ces borborismes épouvantables. Et donc, elle n'attend qu'une seule chose, c'est que ça se finisse. Pour aller aux toilettes, les toilettes sont décrites comme une espèce de petit tube qui dépasse comme ça d'un mur. Elle pose son fondement là-dessus, elle se vide complètement et elle a l'impression que tout son corps part par son anus dans les égouts de la ville, quoi. C'est une description épouvantable. Alors, bien entendu, le roman, c'est pas du tout que ça. C'est pour dire comment, finalement, une partie de votre propre corps peut prendre l'ascendant complètement sur le tout qui vous anime. Et même, ça va plus loin dans la littérature, c'est quand un corps se transforme en une autre partie du corps. Et là, je passe à Philippe Roth dans cette nouvelle magnifique qui s'appelle Le Sein. Je ne sais pas si vous avez lu ça, ça fait partie des œuvres de début de Philippe Roth. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de David Kepech, qui est un universitaire brillant, 30 ans, belle allure, l'esprit sain, un peu dragueur, ils sont tous baiseurs hein, chez Roth, hein, ça c'est une... Bon, bref. Et puis, quelques signes avant-coureurs, des rougeurs comme ça sur son pénis, etc. Et puis voilà que tout d'un coup, en 4 heures, dans la nuit du 18 février 1971, il est transformé en sein. Une espèce de catastrophe endocrinienne l'a transformé en une glande mammaire qui n'est plus reliée par aucun corps humain. Donc ici, on ne décrit pas du tout une métamorphose, on décrit avec un passage progressif, on décrit véritablement le passage d'un corps à un autre corps, c'est-à-dire au fond l'exil d'un corps dans dans un autre corps qui est le sein. Donc c'est une masse de tissu adipeux, quand même de 70 kilos, hein, et d'1,70 m, hein, quand même, plat d'un côté, arrondi comme une pastèque de l'autre, avec un téton qui sort de 7 cm pour vous d'orifice. Et, dit Kepech, les docteurs ont conclu que cette peau grenue du téton s'est formée à partir du gland de mon pénis. Alors, on peut comprendre que quand ça lui arrive, cette histoire, il soit complètement affolé. Il se dit, mais où sont mes visages, où sont mes membres, ma bouche, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Toutefois, cette transformation physique n'affecte absolument pas l'intellect de Kepech, qui désormais refuse que son moi, son esprit, soit indissociable de cette nouvelle incarnation dans ce nouveau corps. Ça ne lui va pas du tout. Donc hier, il était tout à fait d'accord pour l'unicité du corps, mais aujourd'hui, il doit affronter cette dualité entre un esprit qui lui reste et finalement un autre corps, comme je disais, un corps exilé dans un autre. Alors, il retrouve des sensations très masculine, très érotique, quand l'infirmière lui masse son téton, hein, bien sûr, ça vient de son pénis. Il en est très heureux, d'ailleurs, hein, de ça. Et puis, quand sa femme arrive, il l'oblige un peu à sucer son téton, hein, parce qu'elle n'avait pas assez sucé son pénis, hein, parce que chez Roth, c'est toujours un peu sexuel. Et il la pénètre même, parce qu'avec son téton. Donc, finalement, il est assez heureux de retrouver une activité sexuelle qu'il n'avait peut-être plus.
Et voilà, et puis il se dit que finalement, s'il a été transformé en saint, c'est parce qu'il adorait sucer les seins de sa femme Claire sur la plage l'été, que donc tout ça, voilà. Bon, il est là-dedans, on se dit ça ronronne. Et puis il reçoit la visite d'un de ses amis, qui est un collègue, qui est le doyen de la faculté, et qui est son collègue de travail. Et le type arrive, et quand il voit dans un hamac cette espèce de sein grotesque, il est pris d'un fou rire incoercible, et au bout de 3 minutes, il se calte. Donc il lui envoie le lendemain quand même un petit mot et des enregistrements, parce qu'il faut dire qu'il ne voit plus. C'est pas très grave, mais on sait qu'il ne voit plus. Il lui envoie des enregistrements de Laurence Olivier récitant Shakespeare. Et alors là, il traverse une crise. Il dit c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. Il dit un homme ne peut se transformer en saint que dans sa propre imagination. C'est pas possible. Donc je suis devenu fou, un fou lucide, mais je suis complètement fou. Et il dit à son médecin, mais vous savez, j'ai attrapé ça dans un roman. C'est les livres sur lesquels je fais cours, Kafka, Gogol, le nez, la métamorphose. Non, 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 monsieur Képech, vous n'êtes pas fou. Vous êtes un saint. Laissez tomber Gogol, Kafka et les autres. Ça pourrait bien vous entraîner dans de sérieux ennuis. Mais Képech, il insiste. Il me dit, mais non, mais c'est la littérature qui m'a fait ça. Et alors là, le médecin, il a une réponse à la Audiard dite par Blier. Il lui dit, non, les hormones sont les hormones et l'art, c'est l'art. Votre mal ne vient pas d'une overdose des grands maîtres de la littérature, monsieur Képech. Voilà. Alors Képech, il continue à être pris là-dedans. Et il ne relâche pas la littérature. Hein. Toute la journée, il se nourrit des lectures que vient lui faire sa femme le soir, des enregistrements d'Hamlet, etc. Mais bon, finalement, il faut qu'il s'en sorte comme il peut. Et puis il dit, bah, avec moi, le Verbe s'est fait chair. Ouais, mais lui, il dit à son médecin, vous ne comprenez pas, j'ai fait du Kafka mieux que Kafka. Ce qui m'est arrivé est ma grande œuvre d'art. Voilà. Alors Képech se voit comme une espèce de chose d'exception, un objet de foire qui va remplir les stades, et toutes ces femmes, tous ces fans qui vont être autour de lui et qui vont aller vouloir goûter de son téton, et tout ça en continuant de s'appuyer sur les piliers de la littérature, puisqu'il ne cesse d'écouter les enregistrements de Shakespeare. Alors, au-delà, c'est un roman qui est grotesque, bien sûr, mais c'est un roman qui est ambitieux, d'abord parce que c'est l'exil d'un corps dans un autre. C'est une chose qui est très nouvelle, finalement, dans la littérature. Ce n'est pas une métamorphose. Hein. Et ce qu'essaye de faire Rotz, là, c'est court. Hein. C'est un roman, pour nous, c'est une grosse nouvelle. Il essaye de mettre de la corporéité, de la corporalité dans le langage, c'est-à-dire d'essayer de mettre des mots sur le sexe, sur la chair et sur le corps, ce qui n'est pas du tout aussi facile. Et donc, la nouvelle se termine de façon très brutale, comme si, en fait, sans aucune transition, on ne comprend pas très bien, comme si Képech finissait un cours à ses étudiants sur ce poème de Rilke, où l'on passe de ce corps féminin grotesque au torse masculin, ce torse archaïque, avec cette évocation de ce corps mutilé, dont les yeux sont absents, mais qui continue toutefois de vous regarder. Ce poème est magnifique, je vais le laisser un moment pour que vous puissiez le lire. Et il se termine sur une phrase énigmatique qui est « tu dois changer ta vie ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « tu dois changer ta vie » ? C'est difficile parce que peut-être que ça s'adressait à un dédicataire que nous ne connaissons pas, et c'est un privé joke, on ne peut pas savoir. Dans tous les cas, ce que ça veut peut-être dire dans l'esprit de Roth, c'est si tu dois changer ta vie, alors tu ne peux passer que par la littérature, puisque c'est exactement ce qui se passe avec Képech. Alors pour terminer, je voudrais juste faire 3 remarques. C'est que d'abord, quand on est dans la littérature, premièrement, il ne faut pas porter de jugement pendant qu'on lit, il faut le faire après, il faut garder un esprit critique, mais pendant qu'on lit, il ne faut pas. Et deuxièmement, il faut la laisser la littérature où elle est. Il ne faut pas chercher à sortir. C'est un grand océan, il faut rester dedans. C'est exactement comme si vous alliez visiter un très beau jardin japonais ou ces jardins magnifiques qu'il y a au bord des lacs dans l'Italie du Nord. Vous allez ressortir de là très ému, plein de sensations, plein de souvenirs merveilleux, etc. Mais de toute façon, c'est inutile de transposer. Vous habitez un appartement. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces jardins? C'est pas possible. Donc, tout au plus, vous pouvez ramener une photo. Tout au plus, vous pouvez aussi mettre un livre dans votre bibliothèque. C'est exactement la même chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment,
la littérature ne peut pas se contenter de cette unicité du corps et de l'esprit. C'est complètement impossible, parce que si, dans la littérature, ce qu'ils nous disent tous, c'est que si vous mettez voilà, comme deux plaques de marbre parfaites, hein, unicité du corps, c'est bien, il n'y a plus rien pour passer entre les deux, et ben, c'est parfait, mais vous en faites un morceau pour monument de sépulture, quoi. C'est pas possible. Donc, ce que nous apprennent finalement tout ça, c'est que nous devons, nous, entre notre corps et notre esprit, trouver une espèce de plan de clivage dans lequel nous devons laisser rentrer l'art, la littérature, tout ce que vous voudrez en particulier, qui va un peu bousculer et notre art et notre esprit. Et c'est avec ça qu'on va fabriquer notre catalogue émotionnel. Et c'est par ce magma qui va déformer un peu notre corps et notre esprit que nous allons leur donner finalement meilleure cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la littérature? Ce que j'en ai ressenti, du moins en préparant ce travail, c'est que pour la littérature, le corps et l'âme, ça ne suffit pas. Il faut retourner à la dimension ternaire des thomistes, c'est-à-dire à l'âme, au corps et à l'esprit. Cette dimension de tripe ternaire, elle a perduré jusqu'au XIXe siècle et elle s'est terminée avec les médecins, d'ailleurs avec les vitalistes, qui parlaient du principe vital, une forme de l'âme, au point de vue strictement biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps, c'est ce qu'on appelle l'agrégat matériel. L'âme, c'est ce qui vous permet d'avoir une relation avec la vie, c'est-à-dire ce qui vous permet d'avoir conscience de soi. En gros, l'âme, c'est notre cerveau d'aujourd'hui. Et puis il y a l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est un truisme, mais cet esprit, c'est au fond peut-être ce dont essayent de s'occuper les neurosciences aujourd'hui, de comprendre ce que nous sommes capables de produire en plus que ce que l'âme qui anime notre corps pour notre quotidienneté. Eh bien, cet esprit, c'était ce qu'on appelait la métaphysique à ce temps-là. Mais c'est exactement la même chose, parce que qu'est-ce que c'est que la littérature? Je parle du roman et du roman de fiction, je ne parle pas des essais réels ou des autobiographies très réelles. C'est quoi? C'est de la métaphysique pure, c'est-à-dire que c'est au-delà de la réalité, c'est au-delà du physique. Eh bien, cette chose-là, qui est cet esprit, c'est ça la définition, cet esprit qui est métaphysique, c'est quoi? C'est ça le corps et l'âme de l'écrivain. C'est cet esprit-là. Et c'est cet esprit-là qui fait que le corps et l'âme de l'écrivain, qui sont alors pour le coup bien unis, vont pouvoir disséquer entre le corps et l'âme des personnages. Quand vous disséquez, vous ouvrez mieux. Quand vous ouvrez mieux, vous voyez. Quand vous voyez, vous comprenez. Et la littérature, ça vous permet aussi de comprendre le monde. Et j'ai fini.